What's up guys, Guts MMA, we are back. Cette fois-ci, UFC London. On a 13 combats à breakdown. Mais encore une fois, comme à l'habitude, avant de se lancer, si jamais vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, parlez-en. Vous pouvez aller suivre sur Instagram, Guts MMA, c'est là que ça se passe majoritairement. C'est des fans de Paris, vous voulez voir un peu de quoi ça a l'air. Les bets, avoir un edge sur les markets, savoir quoi better, pourquoi, les montants des mises, plutôt les grosseurs des mises. Ça se passe sur Patreon. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Puis dernière chose, avant d'enchaîner, comme à l'habitude, il va y avoir les time frames dans la description, juste en dessous. Donc s'il y a des combats qui vous intéressent plus que d'autres, vous allez pouvoir trouver quel moment du vidéo que ça se passe. Sans plus tarder, 13 combats. Il y en a un qui a été cancellé. Melissa Mullins versus Luana Carolina. J'ai écouté la pesée ce matin. Mullins qui arrive à la weigh-in en pleurs. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Elle fait le poids. Puis finalement, quelques minutes après, Luana Carolina vient à peser. Elle pèse 8 livres over. Je sais pas si elle pensait que c'était à 145 livres ou c'était quoi les problèmes, mais c'est un énorme weight miss. Le combat est cancellé. Donc, un fight de moins à breakdown. Donc, là-dessus, sans plus tarder, on a Chanel Dyer qui va affronter Ravena Oliveira. 6-1 au niveau professionnel pour Dyer, 7-3-1 pour Oliveira. Dyer qui est une énorme favorite. Je peux tout de suite vous dire que c'est mon pick. Je pense qu'elle gagne, mais j'aime vraiment pas les odds. 24 ans, donc assez jeune là, de son côté. 29 ans pour Oliveira. Un combat chez les strawweight. Oliveira qui a manqué le poids d'ailleurs de 0,5 livres, donc pas d'une grosse marge de manœuvre, mais elle a quand même miss la pesée. 5-5 pour Oliveira, 5-6 pour Dyer, 65 pouces de reach là, pour les deux combattantes. Communauté all over là, Dyer. Puis les odds, je pense pas que ça l'a changé ben. On va aller voir. Moins 500, c'est encore dans ces eaux-là. Puis du côté là, on va commencer du côté de Ravena Oliveira. Honnêtement, je suis pas sold du tout là, sur cette combattante-là. À noter, je pense qu'elle a descendu de poids. C'était à son dernier combat qui était son premier chez les strawweight. Je vais vérifier, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais il me semble que Ravena Oliveira, justement, elle est nouvellement là, chez les 115 livres. Peut-être ce qui peut expliquer jusqu'à une certaine mesure là, la difficulté à coter à 115. Donc, vous voyez, elle se battait même à 135 livres, Ravena Oliveira, pour son UFC début. Je pense que c'était peut-être short notice. Ensuite, elle s'est rebattue à Strawweight. Ok, son deuxième à 115. Parfait, merveilleux. Fait que bref, Ravena Oliveira, comment je dirais ça? Pas super bonne nulle part. Là. J'ai même mis dans mes notes, je me demande si elle est UFC level. Vous pardonnez, Tapology fait des siennes. Bon, parfait. Ouais, je suis pas certain qu'elle a sa place là, au UFC level. Debout, son striking, c'est vraiment très bof. Elle overthrow beaucoup ses shots. Sa précision, c'est vraiment pas nice. Là. Je vais vous revenir avec des stats plus précises dans un instant. Mais bref, debout, c'est pas superbe. Elle pack quand même un good punch, il faut se le dire. Elle se battait à 135 livres, elle descendue à 115. C'est sûr qu'elle est quand même physique. Elle a un gabarit intéressant. Justement, elle overthrow ses punches, mais elle swing quand même avec une certaine puissance, même si c'est pas très technique. Mais bref, pas super clean. Sa défensive, c'est très buff également. Elle peut se faire touch-up assez facilement. GGB Brown Belt là, de mémoire, mais de ce qu'on a vu, ça paraît pas trop. Je vous reviens, mais regardez là, son niveau de position là, chez les rangs professionnels. Vous voyez, ça l'a pris quoi? 5 combats avant qu'elle batte une fille qui avait une victoire à son record. 0-1, 0-0. Elle a perdu contre une 0-0 Ezekiel Choke, ça vous en dit long. 2018, ça fait un bout quand même, mais c'est pas un bon look. 0-1, 1-1, 0-0, 0-0, 0-0. Elle a battu une fille 8-5, actually, Simone Da Silva. Mais c'est une journey girl, elle est rendue 8-8 aujourd'hui même. Elle avait 40 ans au moment du combat. Là. Fait que pas une super belle win. Puis c'est là qu'elle est rentrée au UFC là, contre Tainara Lisboa. Puis écoutez, c'était pas une très bonne performance. Elle a perdu par décision unanime. Lisboa qui est plus une fille de striking, elle a eu des takedowns, elle a eu du control time. Vous voyez, slow pace fight, là, si on regarde les statistiques, 15, 18, 135 livres, il faut le dire, quand même si c'était short notice, Lisboa qui a un avantage de gabarit. Mais pareil, puis son combat suivant, c'est un gros red flag quand même. Stéphanie Luciano qui est vraiment plus une striker, puis elle a eu l'air
d'une ADCC World Champion de Jiu-Jitsu dans ce combat-là, tellement Ravena Oliveira est mauvaise au sol. Elle s'est fait takedown à répétition par Luciano, qui est une striker, on vient de le dire, mais elle s'est fait ragdoll, choquer là, sans beaucoup de difficultés, on va se le dire. Là. Quand Luciano a saisi l'opportunité, Ravena a commencé à la fête, ça n'a pas été trop dur d'aller chercher la sub. Fait que bad look. Ça se ramasse on top, on l'a vu contre Lisboa. Son top game est décent, mais son bottom game, c'est affreux. Son get-up game également. Fait que bad look. Puis tu sais, de l'autre côté, oui, je pense que Chanel Dyer est supérieur, mais il y a quand même là, des red flags. Ah non, c'est vrai, je voulais vous montrer. Je parlais de la précision debout. Là, vous voyez Ravena Oliveira. Shout-out Wheezy là, pour les tables de statistiques de props. Vous voyez là, debout à distance striking, Ravena Oliveira attend 10,26 coups par minute. Elle en touche 2,92. C'est 28,5% de précision à distance. Sérieusement, ça fait dur en sacrament. Puis ses stats offensives, défensives, là, c'est vraiment pas viable non plus quand on regarde ça. Mais bref, revenons à Dyer. Je pense qu'elle devrait gagner ce combat-là. Elle a un ceiling beaucoup plus élevé. Elle a déjà quand même pas mal d'expérience. MMA moins, mais elle a un bon background là, de Muay Thai. Son striking est propre. Bon straight punch, des bons tips. Elle travaille très bien à distance. Par contre, tu sais ce qui arrive, pourquoi je ne l'aime pas tant à moins 500, c'est que c'est son premier combat au UFC. Puis elle a été signée après une défaite contre Carole Foro. Il faut quand même le mentionner, Foro, là, c'est une stud. Puis oui, c'est sa première défaite au niveau professionnel, mais elle s'est fait casser à la gueule. Elle s'est fait knockdown 3 fois. Sa défensive, on dirait qu'elle avait de la misère à bloquer tout ce qui était circulaire, les gros crochets qui touchaient. Gros fight quand même là, contre une bonne adversaire, là, mais ça revient quand même de sa première défaite, 24 ans. Elle s'est fait casser la gueule comme il faut. Au sol, suspect également, Purple Belt en JJB. Au niveau professionnel, on ne l'a pas vu encore tant que ça, ces problèmes. Mais au niveau amateur, là, vous voyez, là, elle a 3 défaites là, en amateur contre Shona Bannon, Ivana Petrovic, qui sont des filles qui flirtent avec le UFC, mais très low level, j'aurais tendance à dire. Elle s'est fait finir par Ground and Pound contre ces 2 combattantes-là. Mais elle s'est aussi fait Rear Naked Choke par Indy Breyer. Puis ça, c'est pas un good look, là. Breyer qui était 1-3 en amateur, mais qui est aujourd'hui 0-5 en pro. Fait que ça vous donne une petite idée. Je pense que son jiu est très exploitable. Si somehow Ravena Oliveira se ramasse on top, je pourrais l'avoir là, banquer du control time, puis peut-être même avoir des bons moments avec du ground and pound. Ça, baptême, who knows? Mais debout, techniquement, niveau volume, vitesse, athlétisme, précision, technique, Chanel Dyer, all the way, c'est sûr et certain. La seule façon que je vois Ravena Oliveira avoir du succès debout, c'est justement la clubber avec un gros hook wild, mais techniquement, les chances que ça arrive sont beaucoup plus faibles. Elle a un peu d'expérience à PFL, il faut lui donner, là, fait qu'elle a déjà combattu sur des grosses big light, mais c'est pas comme le UFC. Donc, bref, je favorise clairement là, Dyer, mais à moins 500, voulez-vous vraiment prendre le risque d'avoir un parlay piece avec cette combattante-là qui revient d'une défaite très green là, en MMA professionnel? Personnellement, je trouve pas que ça vaut le coup là, à ces odds-là. Je pense même pas que je vais avoir aucune implication en termes de pari là, avec ce fight suivant. Peut-être au niveau des coûts significatifs ou des props, je vais vérifier. Là. Mais en termes de money line, là, ou même de méthode de win, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Fait que ça va être un bon pass pour moi là, en commençant la carte. Next, on a Shamrock qui va affronter Abdul Karim El Selwadi. Fight intéressant, on a Shamrock 12-2 et 1 là, chez les professionnels, 15-4 là, pour Abdul Karim. Les cotes très serrées. Je pense que Abdul s'est rendu un underdog un petit peu plus élevé. On va vérifier là, juste après. Combattant local, on va dire local. Il reste près de là en Shamrock. Et puis, il a 32 ans, 30 ans. Un combat chez les lightweight, 5 et 8, 5 et 11. Donc, avantage de taille pour Rock. Et 4 pouces de plus là, de reach. La communauté qui sont beaucoup plus du côté de Rock. Très peu représentatif des odds là, au niveau des pourcentages. Puis on regarde là, les cotes. Vous voyez Abdul qui est rendu dans les reach de plus 102 sur les gros markets. Donc, ligne encore là, encore serrée toutefois.
Des red flags des deux côtés, je vous dirais. Mon pick, ça va être Abdul Karim, mais j'ai pas une super haute confiance en lui. Pourquoi? Ce qui m'inquiète le plus là, du côté de Abdul Karim, c'est son lay-off, son inactivité, mais aussi là, ses problèmes là, de durabilité. Fait qu'on va au UFC level, vous voyez, il y a seulement un fight officiel, si on ne compte pas son combat à Contender Series. Il a battu George Hardwick, qui était champion Cage Warrior, je pense, mais aussi le frère de Harry Hardwick qui s'est fait casser à mâchoire la semaine dernière. Belle petite win à Contender Series, il a été signé, il a fait son UFC début. Quand même, presque un an après, contre Loïc Radzabov. On va dire Loïc. Euh, Loïc est un énorme lightweight, là, honnêtement. Là, très, très gros bonhomme. Abdul, qui perd le premier round de façon assez convaincante, là, revient au deuxième en force, puis semblait avoir pris le momentum du fight, puis il se fait club là, par un gros, gros hook. Knockout. Puis quand je parlais de durabilité, que j'ai moins confiance là, en Abdul Karim, ben, vous voyez, il y a 4 défaites chez les professionnels, puis c'est 4 défaites là, par KO. Donc, tendance à être, disons, menton suspect, on va dire ça comme ça. Vous voyez, 4 défaites là, par knockout, 3 qui sont au premier round. Donc, ça, c'est le premier facteur que j'aime pas de Abdul. L'autre, c'est son inactivité. Vous voyez, même s'il est jeune, il a 30 ans, il y a beaucoup de combats où il y a du pull-out. Pardonnez-moi, c'est rare qu'il se bat plus d'une fois par année. Dans le passé, c'est arrivé quelques fois, mais très peu. Donc, vous voyez, après ça, il a perdu contre Loïc Rabzabov. Il a fait un grappling match, mais depuis, vous voyez, il y a eu 4 cancellations. Donc, Kutateladze, Levitt, Oki, Camilo. Il y en a 2 qui sont de son côté, 2 du côté des adversaires. Fait qu'il y a un peu de malchance dans un sens. Mais reste qu'il y a du pull-out. Je pense qu'il y a eu des problèmes de santé assez graves, donc des blessures, des injuries qui sont arrivées. Mais si on oublie l'absence, le 2 ans, les off, le chin, c'est un très bon combattant. Assez athlétique, il bouge bien, il a un bon footwork, il a des kicks décents, son striking est quand même propre. Bon lutteur également, capable de mixer les takedowns, cumuler du contrôle, counter wrestling décent également. All around, je pense qu'il est plus complet qu'un Shamrock, mais encore là, vous comprenez pourquoi j'ai une petite réserve. Tu sais, si Abdul avait été actif récemment, pas de grosses injuries, etc., j'aurais eu tendance à aller avec plus de confiance de son côté. Puis du côté de Shamrock, honnêtement, pas un combattant que j'aime beaucoup non plus. Je pensais qu'elle allait gagner son UFC début. Finalement, ça n'a pas tourné super bien là, pour lui. À l'inverse, vous voyez, c'est plus un sub guy. Il y a 12 victoires, 9 subs au premier round. 2 knockouts, mais écoutez, c'est contre du lower level. C'est pas un power puncher by any means. Debout, Shamrock, si je ne me trompe pas, il est gaucher. Il a un bon kick arrière. Son kick arrière est correct. Il a une bonne main arrière aussi, sa straight left, etc. Tu sais, c'est décent, mais le reste de son striking, c'est assez rudimentaire, on va dire, entre guillemets. Puis son offensive, oui, mais c'est encore pire au niveau de sa défense. On dirait qu'il n'y a pas de défense, tout simplement. Là, il bloque n'importe comment, il détourne le regard. Il est très hittable debout. Quand même tough, il faut lui donner. Là, capable de quand même manger des bons punchs, mais aucune ou presque défensive. Puis vous voyez, lui aussi, il a eu un parcours un peu rocambolesque. Il a eu beaucoup d'inactivité pendant certaines années, des cancellations. Puis il a fait son UFC début contre Nurullo Aliev. Aliev qui est un bon prospect, mais qui est un grappler, vraiment. Là, Nurullo Aliev, si on va voir un petit peu son background, il est sur une bonne séquence, bon fighter, vous voyez. Mais c'est vraiment un gars qui va avoir des takedowns, control time. C'est pas un striker by any means. Puis Shamrock, il a fait paraître Nurullo Aliev comme un striker élite, tellement sa défense est mauvaise. Aliev qui a crew, Shamrock qui n'a pas réussi à avoir ses takedowns, qui a même fade un peu. Donc, Shamrock, oui, debout, fine, c'est un long striker, gaucher, il a son kick, etc. Mais sur un striking battle de 15 minutes, il n'y aura pas le dessus là, si ça se passe comme ça contre Abdul Karim. Puis ce qui arrive, c'est même si debout, je pense que Shamrock a un meilleur jiu-jitsu plus tricky. Je pense pas qu'il y a l'avantage de lutte et de physicalité dans ce match-up-là. À mon avis, ça va être quand même difficile pour lui là, d'amener au sol Abdul à répétition, mais également de le contrôler. Fait qu'écoutez, je donne l'avantage de striking, de mobilité, d'athlétisme à Abdul.
de Drew à Shamrock, mais sinon, j'ai pas le choix de pencher là, du côté d'Abdul. Même s'il y a le long layoff, etc., je vais croiser les doigts pour qu'il arrive en shape puis que le ring rust soit pas trop apparent. Si c'est le cas, je pense qu'il va cruiser là, ce combat-là. Probablement une décision. Mais encore une fois, pour le moment, j'ai aucun bet sur ce fight-là. Je veux juste être assis puis l'enjoy. J'ai pas assez confiance en ni un ni l'autre pour mon cash. Fait que that's it pour ce combat-ci. Next, on a Louis Sutherland qui va affronter Brendo Pericic. Un autre combat qui est à mon avis quand même volatile. À date, les 3 premiers, il n'y a pas grand-chose là, qui m'intéresse là, en termes de bet ou de prédictions très confiantes, on va dire. On a Sutherland qui est 10-4, Pericic 5-1. Tout de même un gros favori, là, moins 260 sur Tapology, ça a peut-être bougé depuis. 31 ans, 32 ans. Les deux tout près de la limite là, des heavyweights, 6 pieds 5, 6 pieds 3 et 3 pouces et demi de plus de portée là, pour Pericic. La communauté qui sont assez heavy là, de son côté également. Si on regarde les odds, pardonnez-moi, on a Pericic moins 255, fait que c'est encore relativement dans ces eaux-là. Puis écoutez, pourquoi je suis pas sold? Mon pick, ça va être Pericic ici. Mais c'est un combattant encore green, à mon avis, chez les heavyweights. Seulement 6 combats pro. Puis habituellement, c'est soit il va roll over son adversaire au premier round. Vous voyez, c'est 5 wins, là, c'est au first round. Mais si ça s'extend pour X raisons, Sutherland, je pense qu'il est totalement live. Pericic, bon kickboxer, s'entraîne à City Kickboxing avec Holberg, Adesanya, Sterling et compagnie. Il combat comme une wrecking ball. Aussitôt que la cloche sonne, il fonce puis il swing pour arracher la tête. Il a un power assez nasty. Oui, Sutherland est comme dur, c'est un autre heavyweight, mais je pense que Pericic, en termes de puissance de frappe, il est way over. Il cogne très, très, très dur, puis il est très rapide en début de combat. Par contre, si ça s'extend jusqu'à un certain point, c'est là que ça peut être un petit peu plus chalky. Donc, vous voyez, il a des victoires au premier round, mais son combat contre Randall Raymond, qu'il a perdu justement, il commence le full force, il drop Randall Raymond justement. Il y a des échanges de grappling. Randall, je pense qu'il a comme 40 ans là, à ce moment-là justement. Des échanges de grappling. Finalement, Pericic, il y a des scrambles, il se ramasse en dessous, puis tu vois, après 2-3 minutes, là, Pericic il est déjà gaz out, il n'y a plus de gaz, plus rien qui marche. Deuxième round commence, il se fait amener au sol sans trop de difficultés, il se fait ragdoll par Randall Raymond, puis rear naked choke. Honnêtement, ça n'a pas eu l'air trop tough. Puis ça, c'est en 2024, ça fait pas si longtemps que ça. Mais sinon, après ça, ben, tous ces autres combats, c'est pas nécessairement des high-level guys. Vous voyez, là, du 0-0, du 15-14, mais je pense que c'était un autre gars qui était beaucoup plus là, âgé, 0-0, Orion Kenny. Fait après sa défaite contre Randall Raymond, il a knocké 2-2 0-0, puis ça a ramassé au UFC. C'était un combat contre Elisha Ellison qui devait avoir lieu à Contender Series, puis ça a été reporté là, finalement sur une UFC card au lieu d'être à Contender Series. Mais écoutez, Elisha Ellison, c'est genre un light heavyweight, une catégorie de poids en dessous. Il s'est fait envoyer là, comme chair à pâté là, contre Pericic. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il l'a knocké là, en moins de 2 minutes, là, la classique. Fait que c'est souvent ces conditions de victoire, c'est juste de vous smasher là, en moins de 5 minutes. La seule fois qu'on l'a vu aller over en professionnel, ça s'est vraiment pas bien terminé pour lui. Puis de l'autre côté, ben Sutherland, pas nécessairement un fighter exceptionnel non plus. Quelque chose qu'il faut lui donner, c'est que pour sa shape, vous allez voir, il est fait peut-être un petit peu plus bouboule, on va dire comme ça. Il est quand même athlétique. Il a un très très bon calf kick. Louis Sutherland, il a fait son UFC début quand même récemment. Vous pardonnerez le Tapology qui est vraiment difficile aujourd'hui. Mais bref, il a fait son début, Louis Sutherland, contre Walter Walker de mémoire, puis il s'est fait heel hook, classique. Mais avant que ça arrive, là, il a donné un bon, je sais pas si c'est un ou deux bons low kicks à Walter Walker, puis je pense qu'il a cassé quelque chose là, au niveau en dessous du genou, en bas de la jambe. Je ne sais plus si c'est le tibia ou il y a un autre os dans ce coin-là, le nom m'échappe là. Mais bref, il a brisé quelque chose sur Walter Walker avec genre un low kick. Donc, très bon calf kick, rapide là, pour un heavyweight. Mobilité décente, mais aussi c'est un dude qui était
prouvé, si on veut, durable là, au fil de sa carrière depuis qu'il est chez les professionnels. Il s'est jamais fait knocker. Voyons, ta apology, ça rush aujourd'hui. On va lui donner une petite chance. Mais écoutez, sinon, on va changer de stratégie. Bon, écoutez, je vais aller un petit peu plus avec mes notes, c'est pas grave. Mais bref, Louis Sutherland, 4 défaites chez les professionnels. Il y en a une par sub. Ah bon, c'est revenu. Une par sub, mais il s'est jamais fait knocker. Démontre tout de même un bon chin jusqu'à présent. C'est battu contre des dudes, je dirais pas super high level, mais peut-être un peu plus décent que l'opposition que Pericic a fait face. Il est allé à des décisions, fait que ça c'est le fun de voir ça contre Santa justement. Pas le combat le plus glorieux puis le plus propre, on va dire, mais il a push through une grosse bataille de 15 minutes. Ici, il a perdu par décision, il en a gagné une autre, fait un petit peu plus d'expérience à ce point-là. C'est quelque chose qui pourrait justement vraiment lui servir dans un combat contre Pericic, parce qu'on sait, le Pericic c'est all gas, fait qu'il va commencer comme une wrecking ball. S'il ne réussit pas à finir Sutherland, il va probablement fade, puis je pourrais le voir lui là, prendre le dessus là, au fil du combat. J'aurais tendance à favoriser quand même Pericic. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il cut early puis que ça se termine assez tôt. Mais pas assez pour que je le bette. Là. J'ai pas confiance pantoute là, en lui. Il est encore, même s'il a 31 ans, je veux dire, il a 6 combats pro. Sa carrière professionnelle n'a même pas duré 15... Il n'y a pas 15 minutes dans la cage, ce dude-là. Fait que si ça s'extend, ça peut vraiment devenir ugly assez rapidement. Puis je pense même depuis 2026, je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 fights heavyweight qui sont terminés avant la limite. Là. Fait qu'on est comme sur une grosse streak de décision chez les heavyweight. Puis peut-être que ça ne changera pas là, avec celui-là. Fait que donnez-moi Pericic pour la victoire, mais sérieusement, là, soyez prudents. Puis c'est vraiment pas un pick en lequel je suis très confiant là, pour la carte de demain. Alright, next up, on va aller un peu différemment. Là, Tapology qui est vraiment difficile aujourd'hui. Fait qu'on va faire avec ce qu'on a ici, mes notes, puis UFC Stats, ça devrait être en masse. On a Mantas Kondratavicius contre Antonio Trocoli. Mantas, 26 ans, 6'2". Un combat chez les middleweight, donc droitier avec un reach de 75 pouces. Du côté de Trocoli, 35 ans, donc 9 ans de plus là, que son adversaire, 6 pieds 5. Droitier, 12-6 et 1 no contest là, chez les professionnels. Si on regarde un petit peu là, au niveau des odds, c'est Mantas qui est un énorme favori, là, moins 750. Vraiment favorisé pour gagner ce combat-là. Je comprends pourquoi. Reste que les à moins 750 là, pour un moneyline, c'est jamais là, super attrayant. Si on commence du côté là, de Mantas, je pense que c'est un combattant décent. Pas beaucoup d'expérience encore chez les professionnels. Là, ça fait 5 ans qu'il est pro. Mais sur ses 9 combats, il n'a pas eu une seule décision. Toutes ses wins, ce sont des finishes. Sa seule défaite, c'est une soumission là, également. T'sais, en 9 combats, il cumule peut-être 35 minutes là, d'expérience dans l'octogone, ce qui n'est pas énorme. Pas nécessairement un niveau de position super élevé sur la scène régionale. C'est son premier combat au UFC après avoir été signed up à Dana White Contender Series là, en septembre dernier. Puis c'était un combat contre, je pense que je favorisais en plus Gianni Babir de mémoire, je suis plus certain. Moi, je me mêle avec un autre dude un peu plus tard sur la carte, mais anyway, là, on va le voir. Ça n'a pas été trop long, là, ça a pris 1 minute 6, gros overrun de mémoire, puis il couche Gianni Babir. Ça a été une short night at the office. Il est très explosif au round 1, il cogne très dur. Son striking est décent techniquement aussi. Mais on n'a pas eu la chance de le voir très souvent pour des périodes super extend là, dans ses combats. Donc je pense que c'est un jeune qui a du potentiel là, à 26 ans dans la division, mais c'est surtout du côté de Trocoli que ça se passe, ce combat-là. Qu'est-ce que je veux dire? Antonio Trocoli, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il était venu à Contender Series 2019. Il a gagné, mais finalement ça a été overturn, il a testé positif là, à des stéroïdes. Fait qu'il y a des substances bannies du moins. Après ça, retourner faire un tour là, sur la scène régionale. Il a daté Mackenzie Dern à un certain point. À son dernier fight, j'avais mentionné aussi son plus grand accomplissement à ce niveau-là. Sign-up, je pense que c'était short notice. Je suis certain de mémoire contre Sharam Magomedov. Il s'est fait piece-up, il s'est fait KO TKO au 3e round.
Pas un super look. Vous voyez, là, sur 3 rounds, là, 16 coups significatifs. Not really good. 82 à 16, là, c'est tellement un gros gap. Puis l'autre chose, c'est que Sharam Magomedov, c'est un excellent striker, mais c'est pas vraiment un finisher. C'est plus un double qui va te outpoint, qui bouge, qui lance des kicks, des flashy shots. Il y a quelques finishes, certes, mais il n'est pas reconnu pour être un super gros finisher. Puis ensuite, contre Trijan Gore, standing guillotine choke au premier round. Sérieusement, ça fait vraiment dur là, comme défaite. Trijan Gore qui est très low level. Et puis, même chose contre Mansour Abdulmalik à sa dernière apparition. Vous voyez, là, ces 2 dernières défaites, là, c'est pratiquement des standing guillotine choke en 1 minute 9, 1 minute 23. Not a bad look. Antonio Trocoli qui est reconnu, entre guillemets, pour avoir un bon jiu-jitsu, justement, de se faire ça 2 fois de suite de la sorte, c'est vraiment, vraiment un bad look. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que je pense qu'il est juste ailleurs. Antonio, qui est un joueur semi-pro de poker, je ne me trompe pas, je ne pourrais pas dire s'il est professionnel ou non. Il a gagné quelques tournois décents, puis même, tu vas faire un tour sur son Instagram, là, il y a absolutely no shit about fighting. Oui, il y a son poster de combat, là, mais sinon, il n'y a aucun post de lui qui s'entraîne ou whatever. C'est juste Antonio qui voyage d'un bout à l'autre. Je pense qu'il est dans le team, je me souviens plus c'est quoi l'organisation de poker au Brésil. Il est dans un tournoi à gauche, à droite. Il y a même beaucoup de spéculations comme quoi ces derniers fights, s'il pouvait s'entraîner 1-2 fois par semaine sérieusement dans son camp, c'était bon. Fait que je pense qu'il est juste rendu complètement ailleurs. C'est le dernier combat de son contrat, je suis pas mal sûr. Ça devait être un 4-fight deal. Il vient juste là pour avoir son paycheck, être libre d'après moi, puis passer à autre chose, vraiment focusser sur sa game de poker. Contre Mantas qui a 26 ans, qui a faim, qui veut flasher pour son premier combat au UFC level. Je pense que c'est une recette pour le désastre. Je pense honnêtement qu'Antonio il va prendre la easy way out. Oui, probablement knockout parce que la majorité des wins de Mantas ce sont des KO. Mais un peu à l'image là, de ses derniers fights, là, si je ne me trompe pas, c'est Trocoli qui a initié le takedown contre Mansour. Ouais, c'est ça ici. Puis Mansour qui frappe comme un frigidaire aussi. Contre Trijan Gore, c'est-tu lui qui l'avait initié? Je pense, oui, il avait essayé un takedown aussi. Je pourrais vraiment voir un Antonio Trocoli que ça commence. Il shoot un takedown sloppy, puis il donne son coup carrément. Mantas, il a 2 wins par sub. Il est capable de faire une guillotine ou les chokes de base, c'est sûr. Je pourrais le voir kind of draw up the fight, là, pratiquement. Puis, honnêtement, être Antonio, j'ai-tu envie de me faire casser à la gueule, d'être commotionné, de manger des patates de Mantas, ou j'aimerais mieux me faire étrangler, puis d'aller pouvoir jouer au poker là, au casino à côté tout de suite après le fight? Ben, le choix n'est pas difficile à faire. Je suis pas sûr qu'Antonio il va essayer super fort. Je pense qu'il va se faire terminer au premier round. Plus de chances de knockout, mais je pense que l'angle de la sub, ça peut être sneaky, dépendamment des odds. Je ne sais même pas de quoi ça a l'air. Personnellement, j'ai un petit poke que le combat, que plutôt que Mantas va gagner au premier round. Mais la méthode, on dirait que c'est un petit peu plus ambigu de mon côté. Donc, vous voyez, là, par KO, il est à moins 200 gagné par KO. Tu sais, s'il n'y a pas aucune value. Puis, tu as du plus 400 par sub au meilleur prix. Fait que, who knows, qu'est-ce qui pourrait arriver dans ce combat-là. Dans tous les cas, là, ça va être Mantas contre Daratavicius pour le win. Pas que je suis super high encore sur lui, mais vu toutes les intangibles, les circonstances, qu'est-ce qui se passe avec Trocoli, je pense vraiment qu'il va le terminer là, assez tôt. Next, on a Mario Pinto versus Felipe Franco. Pinto, un énorme favori. On aurait essayé avec Tapology, voir qu'est-ce qu'il dit. Moins 950, plus 600 pour Franco. 28 ans pour Pinto, 25 pour Franco. 257 livres là, pour Pinto, 2,27 pour Felipe. À noter que c'est un combat qui a pris short notice, une catégorie de poids plus haute. Felipe Franco, il se bat à 205 livres là, habituellement. Puis il a été signé juste pour ce fight-là, parce qu'en vrai, il n'y a pas d'affaire pantoute au UFC, à mon avis. 6 pieds 5, 6 pieds 1, 3 pouces de plus de reach là, pour Pinto. Communauté, vous voyez, là, 97% du côté de Pinto, là, ça reflète assez ce qu'on vient de dire. Du côté des odds, est-ce que ça l'a bougé? Non, encore moins 900. Pour faire ça rapide, mettons qu'on commence du côté de Pinto. Je pense que c'est un bon contender chez les heavyweights. Vous voyez, 11-0. Ça look good, il est jeune, c'est un baby heavyweight. Des gros knockouts, vous voyez, 7 KO à sa fiche. Une sub-win, puis le reste, c'est des décisions.
Honnêtement, il m'a vraiment impressionné là, dans son dernier combat. Mario Pinto était plus reconnu pour être un striker, on va dire. Honnêtement, il a une belle boxe, il a un bon timing. Souvent, quand même low volume. Il va pas faire des gros combos puis lancer du stock non-stop, comme par exemple un Asplund qui peut lancer 100 coups significatifs en un round. C'est pas tant son genre. Plus un boxeur qui va attendre l'opportunité d'éteindre les lumières. Il a fait son début à Contender Series contre Lucas Camacho ici. Justement, il a trouvé Sweet Spot en 1 minute. Là, belle win, honnêtement. Sur le papier, c'était un combat qui était un petit peu plus serré au niveau des odds. Après ça, UFC début contre Austin Lane. Ça n'a pas été aussi facile que ce que les gens anticipaient, là, dans le sens où vous connaissez Austin Lane, même qui est sur la même carte, on va en parler tantôt. Là. Mais Austin Lane est joueur de football super cheeny, pas super haut level. Puis au premier round, Mario Pinto, il s'est fait clip assez solide par Austin Lane. Donc, il s'est fait knockdown carrément. Il s'est fait outstrike au premier round. Vous voyez, 20-7. Un knockdown. Il a give up un petit peu de contrôle. Fait clairement perdu le premier round. Pas un super bon look. Puis justement, dans son corner, ils l'ont réveillé. Ils l'ont mis en confiance. Finalement, le deuxième round commence. Ça l'a pris un bon shot là, pour le knockdown. Vous voyez, même au deuxième round, Lane qui avait plus de coups significatifs, quand je disais qu'il était low volume, c'est un peu ça que je veux dire. Vous voyez, le temps que ça a duré au deuxième round, Lane a lancé 25 coups, Pinto seulement 12. Lane qui était un peu overconfident au deuxième après ce qui est arrivé. Finalement, il a overextend un peu trop. Pinto a saisi l'opportunité, il a clippé hard, ça a pris un coup de poing, puis terminé bonsoir. C'est surtout son dernier fight qui m'a impressionné contre Jonathan Deniz, qui est un kickboxer heavyweight là, très très solide là, en striking. Personnellement, en plus, j'étais sur Deniz. Je me souviens plus si j'avais un bet, mais c'était mon pick pour ce combat-là. Pourquoi? Pour moi, Mario Pinto, c'était plus un boxeur unidimensionnel. J'étais comme, bon, on a deux strikers qui vont combattre. J'ai le gars avec un meilleur kickboxing qui est plus solide, overall debout. Fait que je le favorisais. Mais finalement, Pinto, qui a juste pris qui a fait vraiment preuve d'un bon fight IQ. Il a utilisé le path to victory le plus easy. Puis il a juste take down Jonathan Deniz à répétition sans vraiment de difficulté. Là. Vous voyez, un coup significatif pour Deniz. Il n'a rien reçu dans ce combat-là. Pinto, 3 takedowns sur 4, 7 minutes 28 de contrôle avant d'aller chercher le TKO. Fait qu'il a démontré quand même des belles habiletés à amener le combat au sol, de contrôle une fois on top. Des subs à thème, puis écoutez du gros ground and pound, fait quand même impressionnant dans ce combat-ci, à mon avis, comme Deniz qui est tout de même dangereux. Puis du côté de Franco, écoutez, ce dude-là, c'est une fraude, j'ai l'impression. Là. Je vous montre un peu qu'est-ce que j'en pense, là, mais si vous allez voir sa fiche à Felipe Franco, oui, il est 10-1. Il était 10-0 avant d'arriver à Contender Series, là, mais regardez qui c'est qui a battu. 0-0, 0-1, 19-16. Si vous allez creuser, je pense que c'est un autre dude qui a genre 42 ans. 0-0, 0-2, 0-0, 0-2, 0-5. Fait qu'il bat genre des chauffeurs de taxi dans des centres d'achat au Brésil. Là, je veux dire, ça n'a aucune valeur là, à mes yeux. Le premier combat, le premier dude qui a combattu, qui avait une victoire à sa fiche, c'était justement Nilton Dos Santos, qui était 19-16. Là, il est rendu avec une fiche négative. Mais c'est un dude de genre, justement, 40 quelques années, là, je veux dire. Pas super. Après ça, 0-1, 0-0, ça fait pas de sens. Finalement, il se fait signed up à Contender Series. Puis Freddy Vidal, c'est un dude qui a pris le combat short notice de mémoire. Il a manqué le poids, Freddy Vidal, mais c'était un combat, il voulait faire gagner Franco. Vous voyez, Vidal qui a eu short notice, c'est un dude 3-0. Finalement, au premier round, Franco qui réussit à amener le combat au sol. Il dépense beaucoup trop d'énergie, je pense. Vous voyez, il y a quand même 6 takedowns. C'est presque tout au premier round, je pense. Vous voyez, 4 sur 10 au premier round. Pas tant un gros output. Il s'est fait outstrike par Vidal. Il y a eu un peu de control time, mais pas beaucoup de succès. Deuxième round, il pull up un peu plus de nombre de coups significatifs, un takedown, contrôle, coup-ci, coup-ça. Puis finalement, troisième round, il n'y a plus rien dans le tank. Il se fait reverse, il se fait brasser à terre, puis il se fait finir par le short notice entre Vidal, qui est pas super bon à mon avis. Fait que bad look. Après ça, il retourne battre un dude de genre 40 ans sur la scène régionale, un dude 1-1, puis là, il sign up short notice contre Mario Pinto. Je pense qu'il remplace Mick Parson. Fait que, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'affaire là. Chez les heavyweight, une catégorie de poids plus haute, je pense que c'est vraiment pas à son avantage. Felipe Franco, il a 5 bonnes minutes pour avoir un haymaker.
puis créer un upset. Fait que c'est soit il va placer une grosse bombe sur Mario Pinto là, dans les premières minutes du combat. Grosse surprise pour l'éteindre d'un coup. À mon avis, c'est la seule chance qu'il y a de gagner ce combat-là. Sinon, je pense qu'il n'y a pas la physicalité puis la lutte pour take down Mario Pinto constamment à répétition. Debout Pinto, il y a vraiment un meilleur striking, plus gros gabarit, plus technique, comme plus dur. Honnêtement, il y a le full camp en plus, le fight IQ aussi qui est bien meilleur. Fait que, à mon avis, c'est une recette désastreuse là, pour Felipe Franco qui n'a pas d'affaires là. Fait que donnez-moi un Mario Pinto, probablement par knockout. Encore une fois, la ligne, il n'y a pas vraiment de value. Là, à moins 950, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Peut-être son fantasy score sur les apps comme underdog, mais sinon, pas beaucoup là, de viande autour de l'os. Fait que Mario Pinto by knockout, ça va être la prédiction. Prochain fight, vraiment un combat intéressant entre Nathaniel Wood et Lozin Keita. Nathaniel Wood, le vet, face au nouveau venu, là, Keita. Gros plus money tag là, sur Nathaniel Wood. Keita, le favori, 32 ans versus 28 ans, combat chez les featherweight, 5-6, 5-7, 3 pouces de plus de reach là, pour Keita. Communauté tout de même là, du côté de Keita, mais par une marge beaucoup plus maigre là, que ce que les odds indiquent. On va aller voir d'ailleurs là, si ça l'a bougé. Non, plus 195, plus 200 pour Wood, c'est vraiment attrayant. Là. On ne se le cachera pas. Puis si on commence de son côté justement là, à Nathaniel Wood, un combattant que j'aime beaucoup. Vous vous souviendrez, son dernier fight, c'était contre justement José Delgado, qu'on a vu pas plus tard que la semaine dernière. Un combat que Wood a gagné sur la carte des juges. Pardonnez-moi, mais que personnellement, je le donnais à Delgado. Wood, belle fiche au UFC. 10-3 de mémoire. Ouais, 10-3 au UFC level. Ça fait 14 ans qu'il est pro. Puis, écoutez, c'est... Il y a un monde où ce dude-là, il pourrait être 12-1. Oui, peut-être il y a un monde aussi alternatif où il pourrait avoir perdu Delgado, mais je veux dire, son combat contre Casey Kenny, c'est un combat sur la carte des juges qui a des arguments comme quoi il aurait pu gagner. Même chose contre Mohamed Naimov. D'ailleurs, un combat où Naimov il a triché de toutes les manières possibles. Il y a genre 2 nut-shots, un high poke, elle grippe la cage, elle grippe le short, les doigts d'un gant. Naimov, dirty fighter, surtout dans ce combat-là. John Dodson, TKO. Peut-être un stoppage un peu rapide, mais John Dodson qui était élite là, à l'époque. Fait que, je veux dire, Wood qui a beaucoup d'expérience au UFC level, s'est battu contre des excellents combattants. Charles Jourdain, on aime tant André Fili qui s'est battu la semaine dernière. Charrière, Delgado, Pineda. Fait qu'il y en a vu là, de toutes les couleurs, beaucoup d'expérience. Son pocket boxing est incroyable. Il est rendu chez les featherweight. Avant, c'était un bantamweight. Pas le plus gros gabarit, mais il est très rapide là, pour la division. Bonne vision, bonne boxe, des bons counter shots qui, je pense, vont pouvoir l'aider dans ce fight-ci. Mais il y a aussi un sneaky bon grappling, capable de mixer les takedowns là, au besoin, le control time. Early dans sa carrière, il avait beaucoup de soumissions. Vous voyez, ses 3 premières wins au UFC level, c'est par sub. Depuis, vous voyez, toutes des décisions là, back-to-back. Nathaniel Wood qui peut montrer un chin des fois un petit peu suspect. Il s'est fait knockdown dans quelques combats. Vous voyez, contre Delgado, son dernier, on va en parler dans un instant, mais contre André Fili aussi, contre John Dodson. Fait que peut se faire crack, mais en général, très, très, très résilient Nathaniel Wood. Si tu ne le mets pas out unconscious, ce qui est d'ailleurs pas arrivé là, très, très souvent, il est capable de revenir. Contre Delgado, où il se fait blesser vraiment solide au premier round. Spinning back fist, il n'a rien vu aller. Il se fait knockdown, il se fait ground and pound. Finalement, il réussit à récupérer tranquillement, cleaner le brouillard. Puis il revient fort là, pour gagner le deuxième round. Il me semble que c'est le deuxième round que j'ai donné de mémoire. Mais bref, combat super serré. Vous voyez, il l'a gagné. Il s'est fait blesser gravement au premier. Si tu le finis pas, ça va être tough. Bon output, très complet, bouge bien, explosif, très rapide, bonne vision. Il a l'expérience. Fait que beaucoup de choses à aimer là, du chum Nathaniel Wood. Puis même le dernier combat contre Delgado, Nathaniel Wood était le underdog. Puis je me souviens dans le breakdown, je vous l'avais dit, en termes de money line, la value est du côté de Wood à plus money contre un Delgado qui est jeune, qui est unproven. Puis turns out qu'il a gagné le fight. Puis j'ai un peu l'impression que c'est la même chose ici contre Keita. Keita qui fait son UFC début, vous voyez, il était cédulé pour affronter Patricio Pitbull il y a quelques mois. Puis Keita qui a manqué la pesée. Pitbull a refusé le fight, puis je peux comprendre. Très bon fighter, 16-1, mais en réalité, sa seule défaite, c'est une défaite par injury. Il s'est blessé au pied.
Donc, champion, c'est Octagon. Exact. Je me mets tout le temps avec Octagon, Ares, puis toutes les promotions régionales. Là. Mais bref, champion dans cette division-là. Honnêtement, c'est un freak of nature. Il est tellement athlétique, ce dude-là. Il est bouncy, il est très rapide. Il a une grosse puissance de frappe dans les mains. Mais il est vraiment gifted niveau athlétisme puis conditioning, c'est clair et certain. Là, il y a une génétique de malade, tout simplement. En termes de striking, je veux dire, pas qu'il n'est pas bon, il se débrouille bien, mais c'est beaucoup plus raw qu'un Nathaniel Wood, moins technique. Il travaille surtout avec des hooks, des coups circulaires. Puis c'est pas vraiment, justement, je parlais de Wood qui est un bon counter-puncher. Lozen Keita, c'est pas vraiment ça. C'est plus, il va rentrer avec des blitz, il va soigner une coupe de power hook au corps en haut. Il est très ouvert, justement, au contre, quelque chose que j'ai remarqué là, en le tapant. Mais il cogne très très dur, fait que c'est pas tout le monde qui ose le contrer, mais souvent il va soigner 3-4 gros crochets wide, il ramène pas ses mains hautes, fait que oui, ouvert au contre, mais c'est pas nécessairement un combattant avec un gros volume, un gros output. Il est même patient en général, à moins qu'il te blesse. S'il smell le blood, il sent le sang dans l'eau, là il va unleash, il va pousser le pace, mais sinon il tend à être quand même patient et à combattre de façon plutôt méthodique. Très bon hammer, mais dans les combats sur la scène régionale que j'ai TP où il se fait justement hit clean, tu vois que c'est pas le plus à l'aise avec la pression et encaisser des gros shots. J'ai hâte de le voir se faire tester parce que je suis sûr et certain que Wood il va lui donner un peu de fil à retordre à un point ou un autre. Je pense pas qu'il va easy roll over Nathaniel Wood. C'est pas un challenge facile plutôt là, pour un premier fight au UFC level. Son takedown defense, il est bien. Oh, là, tu veux? Pardon. Le takedown defense de Keita, il est bien, mais il est encore une fois basé surtout sur sa force physique et son athlétisme. Donc, c'est pas toujours juste technique, c'est beaucoup de raw power. Même chose pour ses takedowns. Je veux dire, sa technique est décente, etc. Mais c'est pas un lutteur hors pair, c'est plutôt sa force et sa physicalité qui va venir là. Compenser. Je pourrais voir Wood avoir des takedowns, mais il va vraiment falloir qu'il fasse preuve d'un excellent timing puis d'une bonne technique pour amener Keita au sol. J'aimerais ça le voir encaisser des coups, de quoi son menton est fait, savoir s'il est vraiment capable de prendre des gros punches. Oui, certain qu'il pourrait clipper là, Nathaniel Wood puis le knockdown, le blesser, mais je pense que ça va être difficile là, de mettre un Nathaniel Wood out cold. Puis du côté de Wood, justement, on en parlait de son background, mais je veux dire, Nathaniel Wood, il y en a vu d'autres, là, des prospects qui cognent dur. Là, il s'est battu contre Charles Jourdain, super explosif, rapide. Morgan Charrier, un striker exceptionnel qui cogne super dur. Presque toutes ses victoires par knockout. Fait que je veux dire, Nathaniel Wood, il y en a vu d'autres. Lozen Keita, c'est vraiment un gros step-up en compétition. Son UFC debut. Il va shiner sous les bright lights pour la première fois. Comment ça va turn out? Fait que pour moi, c'est difficile de justifier le price tag de moins 230 là, contre Nathaniel Wood. Je trouve ça un petit peu exagéré. La value est clairement du côté de Nathaniel Wood. Personnellement, je ne sais pas si je vais bêter son money line. À plus 200, ça me titille, je vais vous avouer. Du Nathaniel Wood décision, ça peut être intéressant. Son point de spread, il m'intrigue beaucoup dans ce combat-ci. Puis tu sais, si on regarde là, Keita, c'est quoi que je voulais voir? C'était sa cote quand il était supposé se battre contre Patricio Pitbull, qui a à mon avis un meilleur match-up pour lui. Il était moins 200. Là, il est à moins quoi? 250 contre Nathaniel Wood. Je trouve pas que ça fait du sens ben là, dans ce cas-ci. Fait que oui, Keita pourrait arriver et clipper Wood solide. Mais je pense vraiment là, que le market sous-estime Nathaniel Wood dans ce combat-ci. Peut-être à cause du hype, à cause du gabarit. Oui, Wood, il a monté de poids, il a une coupe de fight. Keita, il s'est déjà battu à 155 livres. Mais skills pour skills, là, j'ai pas le choix à ce prix-là d'aller avec Wood pour la victoire. Fait que donnez-moi un premier underdog là, pour UFC London. Next, on a Mason Jones qui va affronter Axel Sola. Très très bon fight sur papier. Mason Jones, 17-2 chez les pros, 11-0-1 pour Sola. Mason Jones qui est un léger là, favori. 30 ans, 28 ans, les deux chez les lightweight. Axel Sola qui est très très gros là, pour la division à 6 pieds 2 versus 5 pieds 10, mais la portée qui est identique. Donc Jones plus petit, mais a tout de même des longs bras. La communauté qui est beaucoup plus du côté de Jones là. Qu'est-ce que j'aurais pensé? Axel Sola qui était champion de Ares Fighting Championship.
tout de même de l'expérience contre un niveau décent là, sur la scène régionale. Là, si je ne me trompe pas, qui avait pris un combat short notice pour rentrer au UFC. Je pense que c'était short notice, mais je garde quand même une réserve contre Chris McKee. Puis c'est un combat chez les welterweight, donc une catégorie de poids plus haute. Puis no joke, même à 170 livres, là, Axel Sola, il était big, là, il avait un gros gabarit. Fait que de faire 155 livres, honnêtement, ça doit être une cote assez hard là, pour Axel Sola, je peux pas croire. En termes de physicalité, là, il rivalisait pas mal avec Rhys McKee chez les 170 livres. Finalement, un combat que Axel Sola a gagné fair and square, même sur la carte des juges, à mon avis. Tout de même un petit peu plus low volume du côté de Sola. Combattant gaucher, il y a des très bons straight shots. Son 1-2, sa gauche, là, sa straight left est très très solide, est puissante. Un bon kick arrière aussi, même s'il l'a sorti un peu moins dans ce fight-là. Se déplace bien, accepte quand même la pression de Rhys McKee dans ce fight-là. Se déplace beaucoup sur le back foot. Quelque chose que j'aimais moins, c'est qu'il tourne beaucoup du mauvais côté. D'ailleurs, contre Rhys McKee, qui est un... On s'entend, McKee, c'est un dog, là, c'est un walk-in zombie. Fait combat, oui, qui domine, mais pas nécessairement one-way traffic non plus. Il se fait cas avec des bonnes shots. Des fois, des drôles de réactions quand il se fait toucher clean aussi. Comme s'il dealait pas nécessairement super bien là, avec les gros coups de puissance qu'il reçoit à son égard. Finalement, il réussit à placer un solide body shot. Je pense que c'est au plexus là, au troisième round là, pour terminer Rhys McKee. Fait beau finish là, pour un UFC début comme ça, une catégorie de poids plus haute. Props à lui, mais ça reste Rhys McKee. Je veux dire, c'est pas nécessairement là, un super high-level guy. Là, vous voyez, là, au UFC level, McKee qui a 5 défaites, une win, ça en dit long. Bon striker, honnêtement, démontre certaines habiletés de grappling également. Mais là, il y a un gros step-up là, contre Mason Jones, à mon avis. Mason qui est très battle-test, beaucoup plus d'expérience. On l'a vu dans des guerres. Axel Sola, il y a eu peut-être un ou deux fights avec beaucoup d'adversité, mais sinon, sa scène régionale, il y a Cruz pas mal sur tout le monde. C'est contre le frère, son nom m'échappe, là, mais il s'est battu contre le frère de Nassourdine Imavov. Il y avait eu une grosse guerre là, de ce cas-ci, mais sinon, il a pas mal passé au travers de tout le monde avec relative aisance, on va dire. Mason Jones, lui, ben, c'est sa deuxième run au UFC level. Vous voyez, il était rentré là, en 2021. Ça n'a pas super bien été. Une victoire, 3 défaites. Perdu contre Mike Davis, qui est honnêtement un athlète, un freak athlete. No contest contre Alan Patrick, qui est en train de se casser la gueule. Finalement, no contest, c'est un high poke là, de mémoire. David Onama, grosse performance. David Onama qui était en finale d'un Fight Night il pas si longtemps que ça. Le presque outstrike, 8 takedowns. Ludovic Klein, celui-là, c'était pas un bon look, c'est fait knockdown. Puis il est revenu là, assez récemment contre Jeremy Stephens. Ça, c'est un banger. Allez écouter ce combat-là si vous ne l'avez pas vu. Là. Mason Jones versus Stephens. Puis son dernier fight contre Hockey, où il nous a caché d'ailleurs. Là, donc j'avais straight bet sur Mason Jones, qui était léger favori. Je me souviens plus, là, c'était proche d'un even money. Il a été dans l'eau chaude en début de combat, mais est revenu. Il a beaucoup d'expérience, je l'ai dit, il est battle test, il est allé à la guerre. Des fois, son fight IQ, plus ou moins, dans le sens où, mettons, contre Jeremy Stephens, il y a eu des périodes où il a échangé. Il a voulu donner un show, je pense qu'il a tradé un peu trop avec le dangereux striker, un des plus gros power punchers de la division. Pendant un peu trop longtemps à mon goût, mais ultimement, l'outright, il a fait la différence avec son grappling. Mason Jones, qui est une solide black belt, judo black belt. Oui, on le connaît pour ses grosses guerres debout, mais est capable de mixer les takedowns, bon contrôle au sol, subgame quand même agressive et bon ground and pound aussi. Puis c'est un peu ça qui a fait la différence aussi, son dernier fight contre Hockey. Mason Jones se fait drop dans les premiers instants du fight. Hockey qui ouvre la machine, mais Mason Jones qui a quand même bien récupéré. Hockey qui fade assez rapidement en essayant de finir Jones et qui take over là, très rapidement, va chercher un knockdown par lui-même, puis mixe les takedowns dans l'équation. Deuxième round, Hockey, il n'y a plus rien en tank, puis il finit. Puis dans ce combat-là, comment je les vois, je pense que Sola, debout, il est probablement plus technique, il est meilleur à trench, il va probablement être un petit peu plus sur le back foot contre Mason Jones. Je pourrais voir Jones se faire clip par des solides punches. Mais il démontre une durabilité assez incroyable. Mason Jones s'est jamais fait knocker, même si on l'a vu blessé souvent. Puis sa résilience, c'est un dog. Je pense qu'il va continuer d'avancer no matter qu'est-ce qui se fait lancer au visage.
Puis, j'espère qu'il va mixer, justement, utiliser sa lutte, son judo pour amener le combo au sol. Fait que debout chaudement disputé, je pense, même si Jones est moins technique, il est efficace vu son willingness à échanger. Il est puissant également. Fait que je vois ça quand même relativement serré debout, mais à mon avis, il va être capable d'edger là, avec son grappling. Sur-là, qui n'a jamais été vaincu non plus chez les pros. Fait que de le finir, je pense que ce ne sera pas tâche facile, à moins qu'on le voie vraiment fade. Mais encore une fois, sur-là qui est énorme là, pour la division, il fait une très grosse coupe de poids. Fait qu'un 3 rounds de striking, il y a le cardio en masse, 3 rounds de striking propre, mais c'est un dogfight avec beaucoup d'échanges de grappling, des scrambles, ça brasse d'un bord puis de l'autre, il encaisse des gros coups. Il pourrait fade. Puis dernière chose, si on le levait à peser ce matin, là, il y a une espèce de gros spot là, au niveau du plexus. Là, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ça serait un staph. Fait que s'il était ses antibiotiques là, récemment, puis seulement un staph, c'est des intangibles. Il n'y a pas de certitude, mais c'est des choses qui pourraient aussi peser là, dans la balance. Fait que à ce prix-là, even money, je pense que je vais sider du côté là, de Mason Jones. On va aller voir les odds si on bougeait. On n'a pas regardé au début. Mais je pense honnêtement que Mason Jones, vous voyez là, il est plus à moins 120, il était rendu à moins 145 sur les gros markets. Tu sais ce que j'allais dire, je pense qu'il pourrait être favori un petit peu plus gros que ça, là, puis ça ferait du sens. Un prix un petit peu plus accurate ici, à mon avis. Sur live, il pourrait vraiment clip là, Mason Jones avec de quoi de big, mais à mon avis, je pense que l'expérience, le willingness d'engager dans un firefight de Mason Jones puis son grappling vont faire la différence ici. Fait que donnez-moi le chum Mason pour la victoire. Next, on a Curtis the Pink Panther Campbell qui va affronter Danny Silva. Campbell qui est 8-0 chez les pros, 10-2 là, pour Silva. Campbell qui va être le combattant local, 23 ans, donc tout jeune, 29 ans pour Silva. Les deux chez les featherweight. Avantage de taille de 2 pouces là, pour Silva, mais 2 pouces de moins là, de portée. Communauté all over là, Curtis Campbell dans ce match-up-ci. Si on regarde là, les odds, vous voyez Danny Silva plus 210, fait quand même assez wild. Donc, Curtis Campbell qui fait son UFC début après avoir participé à Contender Series récemment. Il était champion d'une ligue régionale moins connue là, pour ma part, là, FCC que ça s'appelle. Fait qu'habituellement, les combattants de cette région-là sont beaucoup à Cage Warrior, mais celui-ci n'y était pas. Overall, j'ai tapé plusieurs de ses combats. Très bon grappler au sol, là, il est vraiment agressif. Avec son jiu-jitsu, mais aussi son ground and pound. C'est ça qui fait la grosse différence, à mon avis. On l'a vu d'ailleurs, son combat là, à Contender Series. On va changer ici, on n'est plus à jour. Là. Mais victoire assez écrasante de Campbell là, à Contender Series contre Dembasek, pas nécessairement un super high-level guy. Mais Campbell qui shoot des takedowns, initie le grappling. Il met Dembasek contre la cage, puis il place un genou tellement nasty qu'il l'éteint. Là. Fait que bref, un dude, oui, qui va regarder à utiliser le grappling, mais j'adore comment il va mettre l'emphase sur à faire du dégât dans les transitions, que ce soit contre la cage, que ce soit en position dominante, au sol, en top control. Il veut faire mal, c'est là qu'il shine. Puis c'est un combattant, même s'il est très jeune, qui semble avoir un bon fight IQ, donc il combat à ses forces. Sinon, debout, descend Muay Thai style, des kicks bien corrects à distance. Mais vraiment, habituellement, il cherche à amener le combo au sol, à mixer le grappling là, dans l'équation. C'est souvent avec ça qu'il va aller edger ses fights. Je pense même qu'il a fait un 5 rounds là, sur la scène régionale. Un combat qu'il a dominé, mais tout de même, là, ça lui donne l'expérience de 5 rounds. Son cardio, il check la boxe, là, c'est sûr et certain. Fait que bon prospect ici. C'est contre Mateusz Lima qui a fait là, les 5 rounds. Fait que c'est ça. Bon prospect, 23 ans, c'est sûr qu'il a encore de l'expérience à aller chercher. C'est son UFC début. On ne sait jamais comment ça va se passer. Des fois, on a des surprises, bonnes comme mauvaises. Switch stance aussi, qui est intéressant là, sur les pieds. Mais honnêtement, il n'y a pas un défi facile là, pour commencer au UFC level. Pré-tape, j'étais là, Curtis Campbell. Surtout pré-tape de Danny Silva. J'étais là, Colin, on a un gros prospect entre les mains. Il va sûrement shiner. À mon avis, il y a quand même un bon test là, devant lui en Danny Silva. Danny Silva il a été signé à Contender Series en 2023 contre Angel Pacheco, qui n'est pas un très bon combattant. Là. On s'entend, il s'est battu il n'y a pas longtemps. Il est reconnu pour son toughness,
Très gros volume, c'est un autre combat d'Annie qui a un super bon cardio, très gros output debout. Mainly un boxeur. Il y a des bons calf kicks des deux côtés, mais il travaille plus là, avec les mains. Fait qu'il a été signed up ici là, après son combat contre Pacheco. Après ça, 2 combats serrés. Pardon, contre Josh Koulibaly puis Lucas Almeida. Fait que des combats qu'il a gagnés, mais par split decision. Donc, au niveau des coups significatifs, son premier, vous voyez, c'est fait out-strike, mais il a mixé les takedowns pour aller edger la split decision principalement. Puis contre Almeida, les normes, encore une fois, très serrées. Mais il y a aussi le takedown qui a fait une différence. Mais son dernier combat, honnêtement, il m'a impressionné. C'est sûr, Styles make fight, mais il s'est battu contre le chum Kevin Vallejos. Un combat qui vieillit quand même bien, là, vu ce que Kevin y fait dernièrement. Puis honnêtement, debout, là, c'est back and forth là, entre Danny et Kevin Vallejos. Ça vous donne un peu l'idée là, du niveau de Danny Silva. Il a un très bon footwork. Il switch stance également. Il y a des bonnes feintes, des bons petits shift down. Il y a une garde un petit peu plus basse. Ses head movements sont slick. Oui, il se fait toucher 90 fois par Kevin Vallejos, qui est reconnu pour avoir une grosse puissance de frappe, mais il est très bon pour rouler avec les coups. Fait que même s'il encaisse le shot, le fait qu'il déplace sa tête dans le même sens que le coup arrive, ça atténue beaucoup l'impact. Super bon chin, je veux dire, il prend tous les shots de Kevin Vallejos puis il fait des grimaces s'il en veut plus. C'est quand même impressionnant là, quand on sait ce que Kevin Vallejos est capable de faire. Puis, même au premier round, c'est Danny Silva qui a le better debout au départ. Puis au point où que ça fait shooter, Kevin Vallejos, il se met à shooter des takedowns. C'est comme si on dirait qu'au début du fight, il est un petit peu moins à l'aise de dealer avec le style de Danny Silva qui bouge beaucoup, justement à la garde basse, tout comme s'il était un peu moins à l'aise. Il se met à shooter des takedowns, puis après avoir fait des tentatives de takedown, tu vois Kevin Vallejos qui commence à toucher un petit peu plus, probablement parce que Danny, justement, il se met à redouter un peu plus la tentative d'amener au sol. Quelque chose que Curtis Campbell pourrait clairement là, utiliser dans ce combat-ci. Mais sinon, là, Danny Silva, même son striking est excellent. Il y a aussi une bonne base de lutte puis de grappling dans son back pocket. Donc, il peut mixer les takedowns, il défend quand même bien, il a un bon get-up game overall, fait que combattant complet, puis je pense que ça peut être un fight serré sur papier, plus que les odds indiquent, du moins. Je pense que debout, là, ça va être très très chaud, mais Curtis Campbell va pouvoir mixer les takedowns. C'est tellement un gros step-up en compétition, à mon avis, qu'à plus 200, j'ai envie de leaner du côté de Silva. Mais c'est une division tough à prendre pour moi. Rapidement comme ça, je vais vous donner Curtis Campbell pour le pick. Mais ça se pourrait que c'en est un que je vais peut-être flipper là, d'ici demain. Vous regardez sur Instagram, je vais montrer mes picks officiels. Mais je pense vraiment que Danny Silva, il a des chances dans ce fight-là, puis il est live. C'est sûr que si on a une décision serrée, on l'a vu, là, Danny Silva qui a 2 split decisions, tant à combattre serré, ben c'est peut-être le local qui va avoir le nod, ça se peut très bien. Mais clairement, là, qu'on ne peut pas compter out Danny Silva, je pense que c'est un autre prospect assez solide là, dans la division, puis qui il est probablement juste under-hypé comparativement à Campbell, qui de Pink Panther, il y a déjà des short customs UFC, c'est son début, fait que clairement que le UFC ils veulent le push, mais ils n'ont pas donné non plus quelqu'un de facile en débutant. Fait que écoutez, rapidement comme ça, donnez-moi Curtis Campbell. Je pense que son grappling va réussir à faire une différence, même si je le vois mal soumettre ou contrôler Danny Silva sur une longue durée. Je pense que ça va peut-être lui donner un petit edge là, pour la décision. Fait que peut-être que je vais flipper d'ici demain, mais rapidement comme ça, c'est ce que je vous donne. Next, en ouverture de carte principale, on a Roman Dolidze qui fait son retour contre Christian Leroy Duncan, CLD. 15-4 pour le chum Dolidze, 13-2 CLD, qui est un énorme favori ici. 37 ans là, pour Roman, 30 ans pour CLD. Combat chez les middleweight, les deux font 6-2. 3 pouces de plus de reach par contre là, pour CLD. Tapology communauté largement du côté de Duncan. Et c'est également le côté là, que je vais prendre. Moins 500 encore, ça n'a pas trop bougé. Écoutez, si on commence du côté là, de Dolidze, je pense honnêtement que c'est pas un bon match-up là, pour lui. Puis aussi, il y a beaucoup de circonstances, de facteurs qui font que j'aime moins un petit peu ce match-up-là. First, Roman Dolidze qui revient d'une défaite assez écrasante. C'était la première fois de sa carrière qu'il se faisait terminer. Il s'est fait Big Brother par Anthony Hernandez, là, on se le cachera pas. Takedown à répétition, même debout, il s'est fait smash en partie.
finalement pour se faire tap out au 4e round. Donc, bad look. Puis, tu sais, avant ça, oui, Roman, il faut lui donner. Là, il a affronté des adversaires beaucoup plus coriaces que, mettons, le pedigree de Leroy Duncan. Il y a de l'expérience de 5 rounds qui est bon. Vous voyez, une grosse guerre contre Vettori, contre Imavov, décision, un autre contre Vettori. Il a des grosses performances de soirée ici contre Hermanson à West Dacos. Mais je pense vraiment que Doolittle, il commence de 1 à ralentir. À son âge, à l'aube de ses 38 ans, c'est sûr qu'il va commencer à avoir un déclin là, physique, mais ça n'a jamais été non plus le dude le plus athlétique. Il est très très fort physiquement, là, détrompez-vous, là, c'est pas ça que je veux dire. Il est très physique, il est fort, oui, mais il n'est pas rapide, il n'est pas super mobile, explosif, il cogne dur, mais il n'a pas le striking le plus technique, on s'entend, donc c'est pas un striker élite by any means. Il a un excellent jiu-jitsu, ça, il faut lui donner. Là, ça a toujours été sous-estimé, je pense, par beaucoup. Là, mais son jiu-jitsu game est excellent. Sa lutte, par contre, pas au top. Je pense que c'est un match-up où Roman il devrait justement avoir un heavy grappling game plan. Mais c'est quand la dernière fois que c'est arrivé que Roman arrive dans un fight et décide de vraiment grappler sérieusement. Ça remonte à 2021 contre Laureano Sterapoli. Fait que, écoutez, ça fait vraiment un bail. Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il arrive et que ça change du jour au lendemain, d'une part. Puis de deux, ben, contre CLD, c'est un peu l'inverse. C'est un double tellement athlétique pour son gabarit. Il bounce d'un côté puis de l'autre. Il switch un peu à l'image du dernier combat. Je parlais du striking de Silva, pas au même degré, là. Mais Leroy Duncan qui a des bonnes feintes, des bons setups, il va chercher des bons shift down. Quelque chose que j'aime de lui, c'est un gros leg kicker. Si on regarde les standards de la division, il y a à peu près le double d'attaque au niveau des jambes que la moyenne. Fait qu'il cherche à couper les legs. Puis justement, Doolittle, on l'a vu, là, struggle beaucoup là, avec les low kicks. Même de son dernier fight contre Anthony Fluffy Hernandez, il se fait piece up la jambe. Je pense que ça ne sera pas différent ici. Je vois Leroy en plus dans le grand octogone qui va bouncer d'un bord puis de l'autre, qui va blitzer à l'intérieur avec des gros shots, beaucoup plus rapides, beaucoup plus de volume, striking beaucoup plus technique et dangereux. C'est un gars CLD que j'ai sous-estimé là, dans ses derniers fights, puis il me prove wrong à quelques reprises. Contre Enders, on l'avait par knockout, finalement, fine, ça c'était super, là, mais contre Poulaïev, il me semble que je le prenais pas gagnant, finalement, pas gros upset, mais je veux dire, il prove me wrong. Contre Marco Tullio, même chose. Je favorisais Tullio pour gagner. Je pense pas que j'avais des bêtes dessus. Mais finalement, Duncan, qui l'a dépecé, là, il a transformé Tullio justement en grappler. Il voulait pas échanger de bout. Fait que c'est vraiment un tricky striker. C'est 2 défaites au UFC level. Un contre Armen Petrosyan, qui est juste un dude qui va... On parle de Duncan qui pick and move puis qui est mobile, ben c'est un peu le miroir. Là. Donc Petrosyan qui est très mobile, qui joue sur le back foot, qui se déplace sans arrêt. C'est pas un Roman Dolidze. Puis sa deuxième défaite, qui pourrait être un peu plus à l'image d'un Roman, contre Grégory Rodriguez, Robocop, qui est un absolute tank, un unit, donc qui a un gros grappling, grosse lutte, gros jiu-jitsu, qui a principalement edgé. Il a fait le plus de dégâts debout, là, détrompez-vous, mais je pense que c'est vraiment son grappling aussi qui a fait une différence dans ce combat-là. Christian Leroy Duncan à 30 ans, je pense qu'il arrive dans son prime, il fait encore du progrès d'un combat à l'autre comparativement à Doolittle qui est en régression là, à mon avis. Honnêtement, je sais que Roman s'est jamais fait knocker, mais je pourrais le voir se faire terminer ici. Christian Leroy Duncan, c'est rare qu'il va knocker ses adversaires avec des coups traditionnels, mais je pourrais le voir passer un gros elbow ou un genou ou un shot un peu plus flashy pour blesser là, sérieusement Roman Dolidze. Seule chose qu'il doit faire vraiment attention, puis c'est ce qui m'inquiète, c'est le facteur X à mon avis du côté de CLD. C'est Christian Leroy Duncan qui spin beaucoup. Il fait beaucoup de spinning elbow, spinning fist, même des spinning kicks des fois. Puis c'est quelque chose que Dolidze pourrait profiter pour prendre son dos. Même si Dolidze n'a pas une lutte incroyable, je pense que ça va être difficile d'amener un CLD au sol avec des takedowns traditionnels vu son counter grappling et sa takedown defense assez solide. Mais si Duncan il fait un spin elbow dans le pocket puis que Dolidze il fait juste passer en dessous, il va chercher le back, il réussit à le drag au sol. Je pense que Dolidze il a vraiment un très gros avantage au niveau du jiu-jitsu. C'est probablement sa plus grosse chance de gagner ce combat-là. Du moins, j'ai l'impression. Fait que je sais pas c'est quoi les odds, là.
Mais si vous avez des crazy odds puis vous croyez que Doolittle, il y a vraiment des chances là, de soumettre Duncan, ça pourrait valoir un petit poke ou non. Je pense que c'est son path to victory le plus réaliste, mais je vois très mal Doolittle gagner une décision ou knocker CLD. De quoi ça a l'air Doolittle soumission? Vous voyez, il y a du plus 1000. Fait que, ça peut être un angle intéressant. Personnellement, je ne vais pas l'attaquer parce que je pense vraiment que CLD, il va gagner ce combat-là. Mais à ces odds-là, si vous pensez que c'est possible, c'est juicy. CLD knockout. Doolittle s'est jamais fait KO, fait que c'est peut-être décent. CLD, pas de temps, vous voyez, plus 136, là, c'est pas nécessairement ce que j'appelle attrayant, mais on voit que le market, il pense également un peu comme moi. Fait que donnez-moi CLD, là, je pense qu'il va avoir sa plus grosse victoire en carrière le samedi contre le vétéran Roman Doolittle. Next, on passera pas énormément de temps là-dessus. On a Iwo Baraniewski qui va affronter Austin Lane qui somehow est encore au UFC. J'en suis surpris. Un peu à l'image de Antonio Trocoli en début de carte. Je suis surpris qu'il soit encore là. 7-0 Baraniewski. Huge favorite. 13-7 là, pour Austin Lane qui, vous voyez, 1 et 4 dans ses 5 derniers fights. 27 ans, 38 ans. Combat chez les light heavyweight. Donc Austin Lane qui était un big dude à heavyweight, genre 250 plus livres, qui a coupé à 205 livres. Je ne sais pas comment il a fait. Si tu coupais un membre, je ne sais pas. 6 pieds 6, il est énorme contre 6 pieds, 80 pouces de reach, 73.6. Oui, communauté, là, pas mal du côté de Baraniewski. Puis écoutez, pour faire ça short and sweet, vous voyez, je vous montre souvent, vous voyez peut-être pas l'écran petit, là, mais la seule note que j'ai sur ce combat-là, sur ma feuille, c'est Lane is ass, un peu à l'image de José Medina la dernière fois. Honnêtement, Austin Lane, c'est un ancien joueur de foot. Il est transféré au MMA, il était déjà sûrement full commotionné là, au football. Puis depuis, il se fait juste knocker là, sans arrêt. Je veux dire, ce dude-là, il a un chin détruit. Il s'est fait knocker par Grégordi, un fellow football player, à Contender Series. Après ça, il a eu une win à Contender Series contre un low level. Il y a eu un no contest contre Tafa. Il est revenu, il s'est fait smoke, il s'est fait ice. Il s'est fait ice par Jonathan Deniz. Il y a eu une victoire contre Obelis d'Espagne. Ça a été un gros upset. D'Espagne, c'est un taekwondo champion ou gold medalist, je ne sais plus trop. Austin Lane qui l'a tackle, plaqué de football, puis qui l'a maintenu au sol pendant 15 minutes. Fait gros upset. Il s'est fait ice par Mario Pinto qu'on a breakdown un peu plus tôt. Puis son dernier fight, Victor Petrino, il aurait pu le ice. Peut-être qu'il a eu un peu de pitié. Il s'est dit, écoute, je vais pas te donner une commotion de plus. Je vais juste t'amener au sol, puis je vais te choquer. Fait que Petrino qui le sub là, au premier round. Fait que bref, Austin Lane, très low level à mon avis. Menton, il n'y a aucun chin. Puis tu sais, le fait, 38 ans, il se fait plus vieux, mais qui cote autant de poids, là, ça doit être une coupe de poids massive pour lui. Ça va juste drainer encore plus là, son corps, sa tête. Puis je pense que son chin, son cerveau va être encore plus susceptible de se faire knocker. Puis il est contre un dude que ce gars-là, Iwo Baraniewski, oui, il est plus petit. Oui, il a moins d'expérience un peu chez les pros. Il est jeune, il est 7-0 seulement. Mais c'est un madman qui frappe comme un troc. C'est le combat que je voulais dire. Tantôt, je m'étais trompé à Contender Series. Là. C'est cette saison-ci contre Mohamed Ali. J'étais quand même assez high sur Mohamed Ali dans ce combat-là. J'avais aussi un parlay avec les 5 dudes de Contender Series ce soir-là. Puis j'ai juste manqué Ali qui s'est fait annihiler en 20 secondes par Baraniewski. Ça a pris un coup de poing puis c'était terminé. Donc ce gars-là, il frappe comme un tank. Après ça, contre Ibo Aslan, je l'ai publié hier dans le Banner Alert. La minute 30 la plus chaotique que vous aurez vue probablement là, au UFC. Ça a 1 minute 30, 2 knockdowns, c'est donné au-dessus de 50 coups significatifs. Finalement, gros knockout contre Ibo Aslan. Iwo Baraniewski, c'est un madman, il va foncer comme un train qui n'a rien sur sa route. Peut-être que Lane va tenter un takedown, ça pourrait arriver, ralentir le pace, mais Iwo Baraniewski qui a un bon takedown defense, je pense qu'il est judo black belt aussi, fait que des bonnes hips, ça va être dur à amener au sol. Je pense que ça va trade dans le pocket. Peut-être qu'il pourrait se faire clip. On l'a vu se faire knockdown par Ibo Aslan, mais récupérer très très vite pour aller chercher son knockout lui-même. Ça reste des
des doutes dangereux d'un côté comme de l'autre qui est comme dur. Mais je pense vraiment que tout est aligné pour que Ivo Baranuski il sleep Austin Lane. Je pense que le premier coup qu'il va toucher clean, là, Lane il va faceplant à terre ou peut-être de dos, là, mais ça va être terminé. Fait que Night pour Austin Lane, Ivo Baranuski, knockout première round, c'est ma prédiction. Next, on a un gros fight entre Michael Venom Page et Sam Patterson. Très intriguant, un autre qui est difficile à trancher là, pour moi. 24-3 pour Venom Page, 14-2 et 1 pour Patterson, qui est le underdog ici. 29 ans Patterson, 38 ans pour Page, quasiment 10 ans de différence. 6 pieds 3 pour les deux gentlemen. Et le reach 1 pouce seulement de plus là, pour Venom Page. Communauté all over là. MVP. Au niveau des odds, c'est beaucoup plus serré par contre. Puis honnêtement, je pense que ça fait plus de sens un peu. Michael Page, moins 185. Je vous avoue que c'est vraiment difficile pour moi de trancher. Et si vous connaissez MVP, un maître dans l'art de toucher sans se faire toucher, un peu à l'image d'un Stephen Thompson, même si on n'a pas nécessairement le style identique. Page qui revient de combattre chez les 185 livres. Donc, il joue au yo-yo pas mal là. Dans sa carrière entre les deux divisions. Puis là, à l'âge de près de... Il est à l'aube de ses 39 ans. Il redescend à 170 livres. Vous voyez, il a commencé à 185 contre Kevin Holland. Un combat où il a quand même eu de la difficulté là, au niveau du grappling contre Kevin Holland, qui a d'ailleurs eu une sub à temple contre lui. Il a gagné, oui, fair and square, mais je veux dire, Kevin Holland il a quand même donné du trouble. Puis Holland qui a un gabarit semblable là, à Patterson. Combat suivant contre Yann Machado Gary. Gary qui est un striker principalement. Oui, il y a du jiu-jitsu dans son back pocket. Il est complet, mais il a juste contrôlé Michael Page au niveau du grappling. 2 sub-attempts. Il y en a une au premier round, je ne me trompe pas, un rear naked choke qui est très serré. Là, tu vois Page, tu vois la panique là, dans ses yeux, carrément. Puis contre à 185 livres, un striker pur, Page a réussi à dominer Shara Magomedov. Et son dernier fight contre Jared Cannonier, il s'est fait takedown à 2 reprises, a concédé un peu de contrôle, mais a gagné aussi là, fair and square, a placé les meilleurs shots là, à mon avis. Mais reste qu'il a droppé là, le 3e round à cause du grappling. Vous voyez, Cannonier qui a tout de même là, 8 minutes 14 de contrôle là, sur 3 rounds. Fait qu'il a tendance à concéder du control time et des takedowns. Puis c'est ce que je redoute le plus là, dans ce combat-ci. Patterson, c'est sûr qu'il a un moins bon striking que Page, là, on s'entend. Oui, il y a 2 knockouts dernièrement, mais il est beaucoup plus reconnu pour ses talents de grappling. Puis quelque chose que je tiens à souligner ici, c'est que c'est des former partenaires d'entraînement. Sam Patterson il a aidé Page à se préparer pour le combat de Holland, Ian Gary et Magomedov. Les 2 dudes se connaissent très bien. Ils ont roulé ensemble, ils ont sparé ensemble à maintes et maintes reprises. Puis d'ailleurs, c'est Page dans une interview, dans un podcast, je pense, avec Mighty Mouse, qui dit que les Darts et les Anaconda Choke de Sam Patterson sont tellement sneaky. Il dit clairement là, qu'il est en train de les praise. Fait que sûrement qu'il s'est fait pogner une couple de fois en training là, par ces chokes-là. Il dit qu'il te fait sentir, il est capable de dépasser des angles et des positions que normalement ça se fait pas, peut-être à cause de sa portée qui est assez insane aussi. Fait que clairement qu'il a goûté. Puis c'est toujours tricky un peu quand tu as 2 dudes qui sont entraînés ensemble. Souvent on a droit à des surprises. Mais écoutez, Page a concédé du control time des takedowns dans presque tous ses fights. Je pense que Patterson, il n'y a pas une lutte exceptionnelle. Il est well-rounded, il est encore jeune, il fait du progrès. Il pourrait avoir des takedowns, mais peut-être pas des takedowns traditionnels, des double leg takedowns, des choses comme ça. Il pourrait peut-être profiter justement de Michael Page. On sait son striking, c'est beaucoup des gros blitz, fait qu'il est très loin, il rentre d'un coup avec ses shots. Ben, tu sais, Patterson, je pourrais le voir là, peut-être slipper un punch, puis aller chercher un body lock, puis draguer ça à terre. Ça va au sol, honnêtement, je pense que Sam Patterson, il est vraiment live pour une soumission, ou pour garder Page au sol pour la totalité du round. Puis debout, je veux dire, oui, il est moins technique, le Patterson, mais quelque chose que j'aime de lui, c'est qu'il est down de trader. Ça pourrait être à son détriment dans ce cas-là, mais je veux dire, tu vois, dans les combats comme Danny Barlow ou Trey Waters, je veux dire, c'est des meilleurs strikers que lui sur papier, entre guillemets, mais il n'a pas peur de manger un punch, puis il a des bons comptes, il a un bon timing, puis il a vraiment une puissance de frappe sous-estimée. Je veux dire, tout le monde pensait qu'il allait se faire smoke par Danny Barlow. Finalement, il réussit à le tag précis.
il sonne puis il termine violemment. Même chose avec Trey Waters, un standing TKO. Il a piece up. Sub game contre Kiefer Crosby, je me souviens, j'avais un ticket Patterson par sub. Puis écoutez, il l'amène au sol quand même aisément. Il y a le arm triangle bien lock, mais il en manque un peu. Puis finalement, il retourne en manche. Ah fuck, j'étais sûr que je l'avais. Finalement, il est juste allé réajuster sa grippe. Il repasse sur le side comme si de rien n'était. Puis il finit la soumission. Son juice, c'est no joke. Johan Lainez, qu'on aime tous, qu'on veut qu'il soit successful. J'étais sûr qu'il allait ice Sam Patterson. Finalement, Patterson, il l'a Big Brother, encore une fois. Il a passé au travers comme dans du beurre. L'a soumis au premier round. Pour ces Contender Series, on repassera. Puis là, je parle beaucoup de ce qui fait bien, Patterson. Mais maintenant, ce qui plus... pourquoi même des fois, je l'ai fait... J'ai été contre lui. C'est son chin. Donc, il s'est fait knocker brutalement 2 fois en carrière. Par contre, à noter que c'était à 155 livres. Patterson, c'est un big welterweight. Je ne sais pas comment il faisait pour couper à 155, pardon. Mais ces 2 knockouts-là, c'était à ce point-là. Peut-être qu'il était trop drainé. Ça jouait trop justement sur sa récupération, etc. Mais il s'est fait ice par Yana Lachmus, un autre dude sur la scène régionale. Mais depuis qu'il est chez les 170 livres, je veux dire, 4 victoires au premier round, il ne cesse de me surprendre. J'ai l'impression qu'il pourrait nous surprendre encore une fois samedi. Page, son style, c'est juste basé sur les réflexes, la vitesse de réaction, la vitesse, puis c'est ce qui passe souvent en premier avec l'âge. Il n'a pas subi une tonne de dégâts dans sa carrière. Il s'est fait knock-out violemment une fois par, je pense, c'est Diego ou Douglas Lima. Mais son chin, on n'a pas vu souvent Page manger des gros power shots. Est-ce que Sam Patterson pourrait hit the button à un moment puis lui faire très mal? C'est possible, mais je pense vraiment qu'il va peut-être être capable d'aller chercher un edge avec le grappling, des failles qu'il a peut-être vu justement à l'entraînement contre lui. Fait que dur à dire pour moi, j'ai vraiment de la misère à trancher, mais j'ai envie d'aller du côté du underdog pour ce combat-là. Est-ce que je vais en venir à le bêter? Ça, par contre, c'est une autre histoire. Mais en termes de pick, j'ai envie de s'aller du côté de Patterson. Je pense qu'il est sur une meilleure lignée, même si c'est un step-up en compétition. Pas une meilleure lignée, mais à 30 ans, il y a plus de choses à accomplir, je pense, au UFC level. Puis il n'arrête pas de me surprendre d'une fois à l'autre. J'ai l'impression qu'il va probablement pouvoir nous show un upset demain également. Fait que donnez-moi Sam Patterson pour la win. Demi-finale, on a Luke Riley versus Michael Aswell. Luke Riley qui fait son 2e combat au UFC puis qui est déjà en co-main event, assez impressionnant. Riley, 26 ans, 25 ans pour Aswell, 2 jeunes prospects, 12-0, 11-3 pour Aswell. Combat chez les featherweight, 5-9, 5-8, la portée identique à 69 pouces. Communauté all over Riley, c'est quand même assez impressionnant. Là. C'est pas du tout représentatif des odds qui sont resserrés un petit peu d'ailleurs, vous voyez. Ah non, c'est pas les bonnes. C'est là ici Luke Riley qui est rendu à moins 180. Fait qu'il y a de l'argent qui rentre là, sur Michael Aswell. Luke Riley qui va être le combattant, le hometown fighter. Puis écoutez, Luke Riley, très bonne boxe. On l'a vu sur la scène régionale. Là. Sa boxe est très slick. C'est principalement ça, ses atouts. Il bouge bien. C'est pas nécessairement un super high volume guy. Si c'est juste un pure striking match, il va quand même avoir un bon output. Mais c'est pas nécessairement un high volume guy comme Aswell. On va en parler dans un instant. Mais bref, super bon boxeur, des bons comptes. Sneaky power et précision. Donc, en plus d'être rapide et d'être précis, il cogne assez dur. Puis Luke Riley, c'est un combattant que j'ai fait dans son UFC debut. J'étais du côté de Bogdangrad. Pourquoi Riley, je pense qu'il y a des flaws au sol défensivement. Puis c'est pas juste un striking match qui va en sa faveur. C'est pas juste debout, je pense que ça peut être exploité. Il est encore green, bref. Puis Bogdangrad, justement, il y a un peu de lutte dans son back pocket. Puis on l'a vu, le premier round, là, Bogdangrad qui take down 4 fois Luke Riley, qui le contrôle 4 minutes pratiquement sur 5. J'étais confiant de mon pick là, après le premier round. Finalement, deuxième, ça commence. Luke Riley qui a eu besoin de 30 secondes là, de striking pour trouver le gros hook puis sonner là, vraiment solide Bogdangrad. Vous voyez, ça a pris 30 secondes debout au deuxième round. Pop! Il club, puis il va le terminer avec du ground and pound. C'était très impressionnant, honnêtement. Là. C'était un début assez
assez fou, tu sais, quand on considère que le dos des jeunes, UFC début, il se fait dominer pendant 5 minutes. Finalement, petite pause, il revient, il mène les P's and Q's, puis il va chercher un gros knockout de la sorte. Vraiment impressionnant à mon avis. Donc, offensivement, c'est très très bon striker, mais par contre, défensivement, des fois, il y a des flaws aussi. On l'a vu sur la scène régionale, se faire clip solide, puis même parfois là, ébranlé à certaines mesures. Mais pas de défaite encore. Toutes les fois, il a réussi à revenir à avoir la win. Du côté de Michael Aswell, un autre double qui est principalement un boxeur, à mon avis, mais différent style, je dirais. Beaucoup plus de output, de volume, donc il lance beaucoup plus de coups, mais avec moins d'impact. Il n'a pas la même puissance de frappe que Luke Riley, à mon avis. Mais principalement la boxe, je pense qu'il est ouvert au contre. Souvent, justement, il envoie beaucoup de shots, mais ça laisse beaucoup d'ouverture au counter-punch, ce qui pourrait être à son détriment dans ce combat-ci. Puis ils ont un adversaire en commun qui est intéressant. Vous voyez Michael Aswell qui a affronté Bogdan Krad à Contender Series. Donc Luke Riley le sleep au deuxième round. Eux, ils ont été pendant une guerre de 15 minutes back and forth. C'est fait takedown aussi, mais ont réussi à placer plus de coups significatifs de volume. Ultimement, c'est Bogdan Krad qui a eu le nod par split decision. Aswell n'a pas été signé au UFC. Y a-t-il été signé? Je suis pas certain. À suivre, peut-être. Mais bref, il a fait son UFC début contre Bolaji Oki, short notice, une weight class de plus. Fait qu'il faut quand même lui donner du crédit. Oki qui est un gros 155 livres, Aswell qui a step in à quelques jours d'avis. Puis ça a été une grosse guerre, vous voyez, le gros volume du côté de Aswell, mais il s'est aussi fait frapper 136 fois par Oki, qui n'est pas nécessairement un gros volume striker non plus. Ça montre un petit peu justement ses flaws défensives, là, à mon avis. Puis son dernier fight contre Lucas Almeida, mon pick c'était Lucas Almeida, mais on a vu à la peserie qu'il avait la main brisée. Vous vous en souviendrez peut-être, là, Almeida, il avait la main grosse comme plus grosse qu'une balle de baseball. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai swappé mon pick, puis j'ai même parié, on avait du Michael Aswell knockout, ITD à plus 400. Fight don't go to decision. Michael Aswell qui le termine en 1 minute 42. Belle performance, mais je veux dire, Lucas Almeida, tu voyais vraiment qu'il ne pouvait pas utiliser sa main droite, qu'il était dans une condition physique atroce à cause de sa blessure. Fait qu'on peut comme lui donner un pass. Fait que tu sais, c'est avec tout ce que j'ai dit. Je pense qu'on a ici une striking battle principalement. Je pense que Riley, il est plus athlétique, il est plus explosif, il est plus puissant. Je pourrais voir Michael Aswell qui outstrike Riley, qui place plus de coups. Mais Luke Riley qui réussit à toucher avec les coups qui ont le plus d'impact, qui font le plus de dégâts pour aller marquer les juges. Puis avoir un petit avantage là, au niveau des rounds. Sinon, les deux sont jamais fait finir. Est-ce que Luke Riley pourrait clipper solide Aswell puis le knocker? C'est possible, mais historiquement, Michael Aswell il démontre une très bonne durabilité. Fait que c'est pas un scénario qui est hors justement de la possibilité, mais peut-être pas le plus commun non plus. Mon pick, j'aurais tendance à dire Luke Riley par décision. Mais encore une fois, tu sais, Luke Riley, on l'a dit, il s'est déjà fait expose en scène régionale. Ça reste quand même un bon test. Demi-finale, la pression, le stress, des fois, ça peut jouer, entrer en considération en ligne de compte aussi. Fait que ça sera pas une walk in the park. Je pense que ça va être quand même compétitif, mais je pense que Luke Riley, il va être capable d'edger et aller chercher un avantage là, sur la carte des juges. Et on est à la finale, on a un sacré main event là, sur la table, très très intrigué. Un autre combat on dirait que ça joue au yo-yo là, dans ma tête. On a Movsar Evloev et Lerone Murphy, 19-0 pour Movsar et 17-0-1 pour Murphy, les deux invaincus. Evloev qui est tout de même un gros favori. Murphy qui va être à domicile, 32 ans pour le Russe, 34 ans pour le Hometown Fighter, les deux chez les featherweight, 5 et 7, 5 et 9. Pardonnez-moi, un pouce de plus de reach là, pour Murphy. Communauté all over Evloev. Je peux comprendre qu'il soit favori, mais par contre, je trouve peut-être ça un petit peu large. Là. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération là, dans ce fight-là. On pourra en parler longtemps, mais je vais essayer de faire ça quick. Evloev, on le sait, on connaît son style, c'est takedown, 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 takedown. Quasiment à la Merab, un petit peu, on va le dire comme ça. Là. Donc, il cumule les takedowns, le control time. Quand tu te relèves, il te takedown. Puis justement, il n'y a pas nécessairement
le meilleur contrôle au sol. C'est pour ça que souvent il va avoir beaucoup de takedowns dans ses combats. Mais il y a des très bonnes entrées. Il est extrêmement athlétique, des bons scrambles. Le dos est solide, là, on va se le dire. Il y a un excellent cardio aussi historiquement. Mais il y a quand même beaucoup d'autres facteurs à prendre en considération. Vous voyez, toutes ces victoires au UFC level sont par décision, des multiples takedowns dans chacune d'entre elles, à l'exception de Mike Grundy, qui était un solide grappler par contre, ce qui s'est fait takedown là, à 6 reprises. Mais sinon, toutes ces fights, c'est pas mal. Qu'est-ce qui lui donne le edge? Qu'est-ce qu'il faut checker par contre? C'est que oui, il y a des takedowns, il y a du control time, mais ce que j'aime moins, c'est que c'est pas nécessairement un submission guy. Donc, on l'a vu très peu souvent là, avoir des sub-threats, ni non plus un gros ground and pound guy. À l'image, tantôt, on parlait de Curtis Campbell, qui est tout jeune, qui cherche à faire du gros dégât quand il y a le combat au sol. Ben là, c'est pas ça du tout. Ou un Charles Oliveira avec ses coudes qui cherche tout le temps de soumission. C'est pas trop ça. Movsar Evloev, c'est plus un control guy qu'un sub guy ou un ground and pound guy. Fait que c'est quelque chose que j'aime un petit peu moins là, personnellement. Puis tu sais, la preuve, dans ces 9 combats UFC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a au-dessus de 50 minutes de control time. C'est énorme. Tu sais, il y a juste 2 sub-attempts officiels. Les 2, c'était contre Hakeem Dawoudou. Je veux dire, ça vous donne une idée. Même que c'est lui qui s'est fait là, lancer beaucoup plus de sub-attempts que l'inverse. Fait que gros grappler, bon contrôle. Souvent, son striking s'améliore. Il faut lui donner. Là, ça a fait un long chemin depuis le début de sa carrière. Bon straight punch, capable de mixer les kicks aussi. C'est pas un high volume guy, encore une fois. Mais ce qui lui donne du succès, surtout, c'est la threat du takedown. Je veux dire, ses adversaires, ils anticipent tellement les amener au sol que ça lui donne des ouvertures là, pour placer ses strikes et ses combos. Fait que ce qui est une bonne chose également. Puis du côté de Murphy, en quoi ça match-up pas super bien avec lui, ben, c'est que Murphy a tendance à give up des takedowns dans tous ses fights. Historiquement, il n'y a pas une super bonne takedown defense, à 51%. Il s'est fait takedown 2 fois par Aaron Pico en 3 minutes, 4 fois par Josh Emmett. Emmett qui a un background de lutte, mais qui s'en sert dans absolument aucun fight, puis qui est au bout de sa carrière. Danny G l'a emmené au sol une fois, 5 fois par Gabriel Santos, 5 fois Marwan Amirkhani. Fait que bref, j'en passe, là, mais il se fait takedown très souvent. Murphy, pas une super bonne takedown defense, mais très bon get-up game. Il est difficile à maintenir au sol quand il tombe, puis il est bon pour se relever. Fait que d'après moi, Movsar, il va avoir une shitload de takedown dans ce combat-là. Ça sera pas une easy game de le contrôler là, sur une longue période. Debout à distance, Murphy, striking bien supérieur là, à mon avis, overall, technique. Il mixe bien les coudes, les genoux, opportuniste. Des fois, on l'a vu là, close range contre Pico d'ailleurs, avant d'avoir son knockout avec le spin elbow. Ben, Pico qui le pousse contre la cage, qui shoot un takedown, il va chercher des shots avec des short elbows. Fait que je pourrais le voir faire un peu plus de dégâts au niveau du striking. Mais early, je pense vraiment que Evloev, il va avoir beaucoup de takedown et de contrôle. Mais c'est un 5 rounds. Ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Murphy a de l'expérience de 5 rounds, mais Evloev, non. Tous ses combats, c'est des 3 rounds. En général, son cardio, il tient bien, mais sur 5 rounds, on ne sait pas là, si, il faut qu'il take down Murphy 25 fois ou qu'il shot 25-30 takedowns. Il pourrait fatiguer round 4-5, puis je pourrais très bien voir Murphy là, prendre le dessus dans ce cas-là. Puis de rendre ça plus compétitif que ce que les odds là, indiquent. Je pense que Murphy est live pour la victoire, surtout à domicile. S'il réussit à faire un peu plus de dégâts debout par rapport à Evloev qui a des takedowns du control time sans faire rien de significatif là, une fois au sol, ça pourrait être un combat très serré. Murphy me tente, je vais vous avouer, là, je pense qu'il est live, il est à domicile. Il y a beaucoup d'intangibles du côté d'Evloev qui me plaisent moins. Là, je vous en parle dans un instant. Murphy, très complet. Je pense qu'il pourrait figure out quelque chose pour aller chercher la win, stuff les takedowns, placer les bons coups, close range. Dur à dire pour moi. Puis du côté d'Evloev, on l'a dit, il n'y a pas d'expérience de 5 rounds, mais aussi une couple de trucs là, que j'aime moins de son bord, soit l'inactivité. Evloev il est sur un lay-off de 15 mois. Son dernier fight, c'était contre Aljamain Sterling. Un fight qui était serré, honnêtement. Aljamain qui gagne le premier round, Evloev le deuxième.
Sterling qui est en train de dominer là, une partie du troisième, finalement fait une erreur, Evloev se ramasse on top, il finit le round fort, puis qui emporte la décision, mais c'était serré. Il y a beaucoup de fights d'Evloev qui tendent à être un petit peu plus serrés là, que ce qu'on croit. On pense à Diego Lopez, même Arnold Allen. Il lui a donné une bonne go. D'ailleurs, au troisième round, Allen qui place, je pense, 4 genoux, alors que Evloev, il a une main au sol. Mais dans le temps, c'était illégal. Fait qu'il se fait avertir, il arrête l'action. Mais si on était de nos jours, puis c'était permis, là, Allen, il aurait probablement pu terminer Evloev là, avec ces coups de genoux-là qui étaient assez nasty. Fait que, à prendre en considération, mais sinon, il y a l'inactivité de Evloev quand on creuse un petit peu, il y a des blessures, oui, mais il y a eu un gros virus là, qui a comme shut down tout son système là, respiratoire, là, de ce que j'ai entendu dire. Fait que peut-être que ça peut affecter là, sa condition jusqu'à une certaine mesure. Il vient d'arriver à Londres, donc je pense qu'il est arrivé avant hier. Il y a eu des problèmes de visa, fait que c'est clair qu'il n'aura pas le temps de s'accoutumer là, au décalage complètement. C'est tout le temps des petits facteurs qu'on check. Movsar Evloev qui vient tout juste de terminer le Ramadan aussi, comment ça l'a affecté son fighting camp, je ne sais pas, mais ça doit être un peu plus rough là, de faire 2-3 trainings par jour là, quand tu peux pas boire d'eau ni manger. Fait que c'est toutes des petites choses là, des fois qui peuvent arriver en ligne de compte. Puis tu sais, Murphy à domicile, ça va être le silence là, dans l'aréna quand Evloev va avoir des takedowns. Ça va peut-être huer quand il y a du control time. Mais aussitôt que Murphy va placer des bons shots debout, ben le crowd qui va gueuler, crier. Fait qu'inconsciemment, ça peut influencer un petit peu les juges. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pas tant parlé, mais il y a beaucoup de fights sur la carte que ça peut entrer en ligne de compte, que ce soit pour Nathaniel Wood ou bien justement là, Campbell ou le dernier que j'ai de Luke Riley que j'avais dit. Là. Fait que c'est toutes des affaires qui peuvent jouer dans la balance là, aussi en ligne de compte. Fait que écoutez, je suis vraiment indécis. Une chose est certaine, si vous voulez parier le Ron Murphy, je vous conseillerais d'attendre peut-être un round parce que c'est sûr qu'Evloev, en commençant le fight, il va avoir des takedowns. Sûrement que les odds ils vont enfler. Murphy va peut-être être à plus 4, 500, who knows. Fait que si vous intrigue ou que vous avez envie de le parier, ça pourrait être un bon angle d'attaque. Pour ma part, je suis encore indécis, mais je pense que je vais vous donner... Je pense que mon pick, ça va être Evloev rapidement comme ça. Mais c'en est un autre là, que ça se pourrait que je flippe. Fait que c'est back and forth dans ma tête. On dirait que je vois Evloev dominer au sol, etc. Mais Murphy pourrait sortir un lapin de son chapeau. Fait que... rapidement comme ça, let's go. Je vais vous dire Movsar. Mais surprenez-vous pas si demain, là, mon post Instagram pour mes picks, c'est Lerone Murphy qui est encerclé. Je vais prendre la soirée là, pour méditer là-dessus puis faire un petit peu plus de recherche. Fait que that's it, guys. On a terminé. Tous les combats ont été breakdown. N'oubliez pas, là, ça commence un peu plus tôt demain. Je pense que c'est à 13h que ça débute. Vous vérifierez là, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Là. Fait que demain, 13h, UFC London, Evloev Murphy. That's it, guys. Pariez responsablement. Je vous souhaite une bonne carte et un bon week-end. Peace out.